Bonjour, je suis Guillaume Compin et je vous souhaite la bienvenue dans Simplement Bien, le podcast qui trace la voie vers un avenir désirable. Je reçois des personnes engagées qui pensent, promeuvent ou expérimentent des modèles de société tournés vers la prospérité collective dans le respect des limites écologiques. Le monde actuel est anxiogène et parfois désespérant. Pourtant, les solutions sont multiples. Sobriété, baisse du temps de travail, communauté, solidarité. On va explorer toute cette constellation d'idées et de projets avec enthousiasme et une bonne dose d'espoir. Bonne écoute! J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manon Duval, bénévole depuis de nombreuses années au sein du Courrier de Beauvais, une association qui organise des correspondances épistolaires avec des détenus afin de les sortir un peu de leur isolement. J'aimerais discuter de tout ça avec elle aujourd'hui. Salut Manon! Salut Guillaume! Je te laisse un peu dire qui tu es en quelques mots. Ouais, donc je suis Manon, j'ai 32 ans. J'habite dans le 93, mais je viens de Nantes. Je travaille au contact, enfin indirectement, mais avec les personnes en situation de handicap. Et je suis engagée dans une asso de correspondance qui est le Courrier de Beauvais depuis 6 ans maintenant. Et je suis aussi parfois un peu embêtée par ma santé mentale, donc je tends à prendre soin de moi. Eh ben, tu as bien raison, on pourra en parler d'ailleurs un petit peu aussi pendant l'émission. On peut peut-être commencer par parler du Courrier de Beauvais. En gros, c'est quoi le Courrier de Beauvais et en quoi ça consiste concrètement ? Alors, c'est une asso qui a été créée en 1950, donc ça fait un petit bout de temps, et qui consiste en fait à proposer des correspondances épistolaires entre les personnes qui sont en détention et les personnes à l'extérieur. Donc on a environ 700 bénévoles sur toute la France, il y a des gens qui sont à l'étranger aussi, qui correspondent au quotidien, enfin c'est pas au quotidien parce que bien sûr on n'écrit pas une lettre par jour, mais qui correspondent avec des personnes qui sont emprisonnées. Et on organise aussi des ateliers d'écriture dans certaines prisons. Et comment ça t'est venu, du coup, cet engagement dans cette association ? En fait, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, je dirais, mon intérêt pour le sujet prison, il vient de 2 trucs différents. Quand j'avais 18 ans, on m'a emmenée dans une soirée dans un squat à Nantes, ville assez militante d'où je viens. Et en fait, c'était une soirée autour de l'abolition de la prison. Donc là, je me suis posé des questions. J'ai commencé à me demander... Est-ce que la prison, c'est une institution légitime ? Est-ce que, il faut incarcérer les gens, forcément ? Comment ça se passe, tout ça ? Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que mes parents ont des amis, des proches, qui ont fait de la prison. Et en fait, ça a toujours été quand même, surtout quand j'étais plus jeune, un sujet un peu tabou pour eux, parce que la figure parentale va pas forcément parler de ce type de sujet. Mais en tout cas, ils m'ont éveillée à ces questions. Et ça m'a intriguée. Après, comment j'en suis venue à m'inscrire au Courrier de Beauvais, c'est parce que j'ai vu un article de Mademoiselle, donc à l'ancienne, et j'avais envie de m'engager dans une asso où je peux justement mobiliser mon temps quand je le veux. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'à la fois c'est une rencontre un peu au hasard finalement qui te fait un peu le déclic. En même temps ça fait écho donc à des trajectoires de vie que tu as pu, de ton entourage au sens large. Et est-ce que du coup c'est quelque chose qui est devenu un sujet que tu abordes facilement ? Je pense que dans beaucoup de familles on n'en parle même pas en fait. Ouais. Ou alors ça tout de suite parler de prison c'est quelque chose qui nous paraît une sorte de totem un peu où c'est absolument diabolique de se retrouver en prison. Je sais pas comment... Ouais, c'est ça, c'est un peu le sujet tabou. Mais quand mes parents m'ont avoué plus ou moins qu'ils avaient des proches qui ont fait de la prison, ça a un peu décomplexé le truc finalement. Et quand ils ont su que je prenais cet engagement, ils se sont dit c'est un sujet qu'elle commence à connaître un petit peu. Et je dirais que ça a un peu déculpabilisé les choses. Et donc, ça fait combien de temps que tu as rejoint le Courrier de Beauvais ? Ça fait 6 ans. Et maintenant, tu es même, je crois, au bureau de l'association. Voilà, je suis au conseil d'administration, on est en collégial. Et effectivement, je fais partie du bureau, donc c'est un rôle qui est intéressant, qui prend beaucoup de temps quand même. Mais c'est vachement intéressant. Justement, peut-être tu peux expliquer un peu plus en détail du coup comment ça se passe les correspondances, en gros peut-être aussi à travers ta propre expérience, comment ça se passe en fait déjà concrètement, c'est-à-dire le passage des courriers des bénévoles, des personnes engagées avec le Courrier de Beauvais et puis les détenus. En fait, donc au départ, tu as une personne détenue qui va écrire au Courrier de Beauvais en se présentant, en donnant ses centres d'intérêt. Donc par exemple, moi je suis passionnée de sport, j'ai 38 ans. J'ai pris une peine de prison de 10 ans. Donc nous, on reçoit ça au Courrier de Beauvais.
Et ensuite, on essaye d'appairer avec une personne qui va avoir des centres d'intérêt, un âge plutôt proche, et de faire en sorte que la correspondance dure. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes problématiques. Si tu mets quelqu'un de 20 ans avec une dame de 75 ans, alors l'écart générationnel va se voir et donc ça va pas forcément fonctionner en fait. Donc déjà il y a un travail d'appairage entre une personne à l'intérieur et une personne à l'extérieur. Ensuite la correspondance elle démarre et le rythme d'écriture c'est très variable en fonction des correspondants. Tu peux avoir des personnes qui écrivent le rythme plutôt classique on va dire c'est toutes les 2-3 semaines. Et ensuite, t'as des personnes qui vont t'écrire tous les jours et des grosses lettres. Ça peut être, c'est vachement variable en fait. Ça peut être une petite lettre, ça peut être une lettre très étoffée. Ça va vraiment dépendre des profils finalement. Et vous parlez de quoi en général? C'est quoi les thématiques un peu qui reviennent le plus? Ça dépend aussi beaucoup des profils. C'est vrai que ça dépend des centres d'intérêt de chacun, chacune. Enfin, plutôt chacun, parce qu'il y a seulement 4% de femmes qui sont emprisonnées en France. Mais par exemple, avec mon correspondant, on va plutôt pas mal parler de cuisine et de lecture. C'est des choses qui nous relient en fait pas vraiment, parce que je fais pas beaucoup de cuisine. Il en fait 10 000 fois plus que moi. Mais en tout cas, on va parler des choses qu'on lit. Moi, je vais lui parler un peu de mes voyages. Quand je pars, je lui envoie une carte postale. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Et la personne, par exemple, dont tu parles, ça fait longtemps que vous êtes en correspondance? Je crois que ça fait 2 ans. Ah ouais, donc c'est vraiment quelqu'un que t'as jamais vu, mais qui occupe en fait ton quotidien d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, qui est une personne dans ta vie sans l'être. Enfin, ça doit être un peu étrange comme sensation. Bah ouais, effectivement. Et puis c'est un ami sans vraiment l'être, parce que si on est tout à fait honnête, on est sur une relation qui est quand même asymétrique, dans le sens où lui, il a pas mon vrai nom. Je corresponds sous pseudo, donc on fait ça pour se protéger au sens juridique du terme au final. Mais je le considère quand même comme une personne qui m'est très chère, effectivement, qui m'écrit des lettres toutes les 2-3 semaines, et donc j'aime beaucoup recevoir son courrier et je pense que c'est réciproque. Et justement, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est pas une relation comme les autres. Enfin, même déjà les correspondances épistolaires, c'est vrai que ça, c'est assez atypique. Même entre personnes qui sont pas emprisonnées, c'est quand même très rare qu'on s'envoie encore aujourd'hui des lettres, etc. Mais j'imagine qu'effectivement, tu parlais d'asymétrie, le fait de correspondre avec une personne qui est en prison, qui a peut-être été condamnée pour des choses graves. Forcément, ça doit être un peu particulier. Est-ce que vous savez un peu ce que les personnes ont pu commettre, pourquoi elles sont là, quelle est leur trajectoire de vie, ou pas du tout? Alors ça, c'est une question importante, effectivement. Nous, on s'engage, en tant que membre du Courrier de Beauvais, à ne pas essayer de découvrir pourquoi la personne a été incarcérée. Après, il y a des affaires qui sont médiatisées, donc quand on voit un nom, forcément, on va savoir qu'il s'agit de telle ou telle personne. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. J'ai pas du tout envie de savoir, en fait, pourquoi les personnes avec qui je corresponds sont incarcérées. Potentiellement, c'est grave, mais on cherche pas à savoir pourquoi ils sont emprisonnés. On va chercher vraiment à se dire, cette personne, elle a le droit de correspondre. Même si elle a fait des choses horribles dans sa vie, elle a le droit de rompre l'isolement. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il vous caractérise pas mal, et c'est intéressant que tu parles de ces valeurs presque religieuses, même si, de ce que je comprends, ça n'implique pas que les membres du Courrier de Beauvais soient forcément chrétiens ou croyants, mais cette idée de pardon presque inconditionnel, c'est quelque chose moi, je trouve qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. Il y a beaucoup, quand tu écoutes les médias, évidemment, les grands médias, etc., souvent, c'est quand même beaucoup autour de la pénalisation. Il faut sévir, il faut être dur, il faut, en gros, comme si il n'y avait pas vraiment de deuxième chance pour les personnes. Enfin, en tout cas, c'est ma façon d'interpréter aussi le discours ambiant qu'on peut entendre quand même beaucoup. Vous, c'est vraiment, vraiment à rebours de tout ça, une vision où peu importe ce qu'ont fait les personnes, ça veut pas dire qu'on cautionne, mais ça veut dire qu'en tout cas, elles méritent une dignité, etc. Exactement, elle mérite une dignité. T'as tout dit en fait, c'est ça, c'est le droit à la dignité pour tous et toutes, peu importe l'acte qu'on ait commis au final. Mais c'est sûr que dans le discours qu'on entend aujourd'hui, et d'ailleurs une des premières questions qu'on me pose, que certaines personnes m'ont posé, mais est-ce que tu vas peut-être dialoguer avec des pédophiles, des choses comme ça? Et oui, effectivement, je dialogue peut-être avec des pédocriminels, mais en fait, je pense qu'ils ont quand même le droit au pardon.
Comment ça se passe quand tu parles de cet engagement à des gens Est-ce qu'il y a des réactions hostiles? Est-ce qu'au contraire, les gens sont plutôt en soutien et dans la compréhension de ce côté, voilà, on échange avec des détenus potentiellement qui ont commis des choses graves? C'est quoi la réception que tu as un peu de tout ça? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que le Courrier de Beauvais est critiqué sur cette approche ou en général, il y a quand même une vraie compréhension de la logique? Je dirais qu'il y a une compréhension. Parce que, point important, on est subventionné par la direction de l'administration pénitentiaire, donc qui nous donne quand même des sous, même s'ils représentent d'une certaine façon l'État et sa politique. Ils continuent de subventionner le Courrier de Beauvais, donc je pense que pour eux, la rupture de l'isolement, c'est un sujet qui est quand même important. Après, moi, quand j'en parle aux gens, en général, c'est bien reçu. Ensuite, effectivement, je peux avoir certaines personnes qui vont un peu moins comprendre, effectivement, un peu plus se poser des questions sur pourquoi tu dédies du temps à des personnes qui ont été emprisonnées, pourquoi cette cause-là et pas une autre. Mais globalement, c'est bien perçu. Il y a pas très longtemps, il y avait, je crois, je sais plus si c'était la directrice, mais quelqu'un de l'Observatoire international des prisons, de la section française, qui était interviewée je crois que c'était la dernière sur Radio Nova, et il y avait pas mal de questions qui lui étaient posées, et notamment, ce qu'elle expliquait, c'est que en réalité, les détenus ont, en tant que citoyens, en fait, ont autant de droits que les personnes, ils ont une privation de liberté, mais sur plein d'aspects, en fait, ça reste des citoyens à part entière, dont on doit respecter les droits, et j'ai l'impression que c'est rarement le cas, en tout cas sur des enjeux, par exemple de logement décent, enfin voilà, différentes thématiques, et du coup, j'imagine que ça fait écho aussi à cet engagement quand tu dis chacun mérite une dignité. J'ai l'impression que dans les prisons, notamment, peut-être parce que la société se dit c'est des personnes méchantes, fondamentalement, qui du coup méritent moins d'attention, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette sorte de dichotomie où en gros, si t'es un citoyen classique, on va dire, t'as panoplie de droits qui doivent être conservés. Par contre, quand t'es détenu, tu vas pas en plus te plaindre. Je sais pas comment vous gérez ça. Si d'ailleurs dans tes correspondances, des fois tu reçois un peu des plaintes des détenus qui disent là c'est pas possible, on galère. En fait, je le reçois pas directement de la part de mes correspondants. Ça dépend encore une fois vachement des profils, mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu des profils qui m'ont rapporté des conditions de détention très compliquées, etc. Mais par contre, on le voit dans la presse, on le voit grâce au travail de l'Observatoire international des prisons qui est énorme. Effectivement, aujourd'hui, il y a plus de 81 000 personnes qui sont incarcérées en France, dont plus de 4 000 qui dorment sur un matelas au sol. Donc en fait, c'est des conditions qui sont complètement indécentes. Ouais, c'est hallucinant. Comme si effectivement des personnes qui avaient enfreint la loi n'avaient pas le droit à la dignité. Et comme si c'était un espace de non-droit. Alors que en fait, je vois pas pourquoi ces personnes devraient être doublement punies, parce qu'en fait, elles sont déjà punies en étant mises à l'écart de la société. Donc on va pas les repunir une deuxième fois. Et il y a effectivement des choses qui ont été très médiatisées, comme l'affaire du karting dans la prison de Fresnes. Tout le monde a été effaré. Tu peux peut-être revenir un peu dessus rapidement? Oui, alors en fait, il y a une activité qui a été proposée dans la prison de Fresnes, c'est du karting. Et donc, il y a eu des vidéos qui ont circulé, et il me semble que c'est Dupond-Moretti qui a dit que c'était inconcevable, etc. Alors qu'en fait, c'est normal de vouloir se divertir quand on est en détention, et c'est pas le Club Med, comme pourrait le penser une certaine partie de la population. C'est pas parce qu'on a une télévision dans sa cellule qu'on est dans un environnement de luxe. Franchement, ça fait quand même 9 mètres carrés. Généralement, on dort avec 1 ou 2 personnes, voire 3 personnes. D'ailleurs, il y a des associations qui ont fait la simulation, qui ont en fait reconstitué une cellule de 9 mètres carrés pour que les gens puissent se représenter ce que c'était. Ah ouais, j'avoue, c'est malin. Ouais. Pour sensibiliser à la promiscuité que ça peut être. C'est quelque chose qui marque, je trouve, quand on commence à creuser le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne s'intéresse pas du tout, et ce qui est globalement mon cas, pendant longtemps, je ne me suis pas du tout intéressé à ce sujet-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la thématique que je maîtrise le plus, loin de là. Mais quand j'écoute l'Observatoire international des prisons, il y a aussi un bouquin récemment du philosophe Geoffroy de Laganerie qui est sorti, alors pour le coup avec une position assez radicale contre le système carcéral, etc. On pourra peut-être en discuter après, mais c'est vrai que plus on creuse le sujet, plus on se dit mais en fait les conditions sont assez effroyables, et je crois qu'en France en plus
on n'est clairement pas parmi les pays les plus respectueux des détenus, quoi. Non, on n'est pas les bons élèves du tout, que ce soit en Europe ou dans le monde. En fait, on a un taux de surpopulation qui excède 150%. C'est des conditions de détention parfois qui sont vraiment dans des prisons insalubres, etc. Voilà, il y a énormément de choses à redire. Et en fait, la prison, ça détruit des gens. Enfin, c'est quand même une expérience traumatisante, surtout pour les longues peines. Il y a des personnes d'ailleurs qui avaient fait, il me semble, une tribune pour dire qu'elles avaient envie de mourir, en fait, au lieu de vouloir continuer leur peine. Donc je pense que ça en dit beaucoup sur la souffrance que peut être la prison. D'ailleurs, je crois qu'il y a une stat, je me souviens plus de la stat, mais qui montrait que le taux de suicide en prison est beaucoup énorme. Plus élevé que la population. Il y a beaucoup plus générale. De personnes qui se suicident en prison. Effectivement, là, tous les ans, il y a un collectif pour les morts de la prison qui organise une sorte de sitting ou marche, je sais plus trop, mais en tout cas où on commémore toutes les personnes qui sont mortes, qui se sont suicidées en prison. Et en fait, t'as 7 à 8 personnes sur 10 qui ont des fragilités psychologiques, qui ont des troubles mentaux en prison. Et pourtant, c'est pas du tout quelque chose qui est maîtrisé par les agents pénitentiaires, etc. Et il n'y a pas du tout assez de moyens pour la santé mentale en prison. Donc c'est un sujet qu'on traite tout simplement pas vraiment, en fait. Enfin, on le traite évidemment parce qu'il y a des psychologues, des psychiatres, mais ils sont pas en nombre suffisant. Ce qui fait qu'au final, le sujet de la santé mentale, il est délaissé. Déjà que pour les gens hors des prisons, il y a clairement un manque de personnel, psychiatre notamment, ça. Mais donc j'imagine à quel point effectivement ça doit être le cas en prison. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi aux sans-abri, c'est-à-dire que souvent on ignore qu'il y a aussi une grosse composante de santé mentale, de troubles psychiques qui peuvent être forts et en fait qui d'ailleurs parfois sont l'une des causes soit du fait que les personnes dorment à la rue, soit qu'elles se retrouvent en prison. Et je trouve ça vraiment inquiétant que ça passe complètement sur le radar et que ce soit pas pris plus au sérieux. En fait, je dirais que les personnes incarcérées, elles sont un peu transparentes aux yeux de la société. Si tu fais une échelle, je sais plus qui avait théorisé ça, mais on considère les individus, on considère les personnes sans domicile fixe et les personnes détenues, et en fait les personnes détenues, elles sont tout en bas. Même dans la part de gens qui vont être compréhensifs à l'égard de la situation des personnes SDF, certains vont ne pas l'être à l'égard des personnes détenues. Et ça, justement, j'imagine qu'avec les correspondances que vous entretenez, alors j'imagine bien que c'est plus du soutien direct et créer une présence, mais j'imagine aussi que ça humanise beaucoup en fait les détenus, la relation que vous pouvez avoir avec eux et elles un peu, mais surtout eux du coup, vu que c'est la grande majorité des hommes. Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes, je sais pas, des beaux moments, des beaux échanges que tu as pu avoir avec des détenus, ou en tout cas des trucs qui t'ont touché? Je pense que c'est surtout de voir à quel point le fait de recevoir une lettre en cellule illumine ta journée, dans un sens. Après, j'ai pas envie d'avoir une vision complètement évangélique du truc, mais c'est vraiment, recevoir une lettre, ça apporte de la lumière. On sait à quel point c'est apprécié, donc c'est pour ça qu'il faut se tenir au rythme. D'ailleurs, parfois, je le fais pas tout le temps et c'est pas bien, mais c'est vrai que, on en parlera tout à l'heure, mais il faut trouver son équilibre et parfois c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, la façon dont les lettres sont perçues, je pense que c'est surtout ça qui est une motivation pour moi. Et tu as des souvenirs un peu de trajectoire de personnes que tu as pu avoir en correspondance, des destins un peu qui t'ont marqué ou des personnalités qui t'ont marqué? Ils m'ont tous marqué à leur façon. Franchement, tous mes correspondants m'ont marqué. Là, le correspondant que j'ai actuellement, il va sortir pas tout de suite, même s'il a eu une réduction de peine. Donc au final, ça va précipiter, entre guillemets, sa sortie. Mais c'est une personne qui est très touchante. Et je l'infantilise pas du tout en disant ça. C'est simplement que juste, je pense qu'il a beaucoup de qualités. Il est profondément gentil. Même si, encore une fois, notre relation est asymétrique et je le connais que parce qu'il a envie de me montrer. Il y a aussi ça quand même, il y a l'image qu'on a envie de rendre, en fait, tu peux vachement la moduler dans une relation épistolaire quand même. En fait, chacun de leur parcours est touchant. Je pense que je pourrais pas dire l'un plus que l'autre. Je sais que j'avais un correspondant qui, par exemple, était sorti de détention et ensuite était parti en cure de désintox. Et puis j'avais plus du tout entendu parler de lui parce qu'il y a ça aussi qui est très important, c'est que la sortie, déjà c'est un moment que, en général, les personnes détenues appréhendent énormément. On pourrait se dire, tiens, c'est la libération, ils ont trop hâte de sortir. En fait, non, sortir, c'est aussi
abandonner tout un système qui t'a tenu pendant potentiellement 10 ans et qui t'a coupé du monde. Donc c'est vraiment pas évident la sortie. Donc il faut savoir que en général les correspondances elles s'arrêtent après la sortie parce qu'ils ont plus envie d'entendre parler de leur vie d'avant. Mais c'est vrai que j'imagine ça peut être assez brutal, la transition, où tu passes d'un état où pendant des années, en fait, tu as vécu dans une sorte de routine extrêmement cadrée, de force, hein, mais voilà, et du coup, d'un coup, tu te retrouves dans le monde extérieur et toute sa complexité. J'imagine qu'en plus, il y a beaucoup de détenus qui, quand ils sortent, n'ont pas forcément beaucoup de ressources économiques, sont peut-être un peu isolés aussi. Absolument, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont isolés. Au niveau des ressources économiques, ça peut être compliqué aussi. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui sont indigentes aujourd'hui en prison. J'ai plus les stats, mais en tout cas, c'est de plus en plus important. Il y a ce qu'on appelle les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est quand on n'accompagne pas du tout quelqu'un à la sortie. Et malheureusement, en général, c'est ce qui se produit, en tout cas dans les prisons françaises. C'est qu'on n'accompagne pas de façon vraiment convenable, même si il y a des gens qui sont chargés de le faire et qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent, je pense. En tout cas, ça reste insuffisant aujourd'hui. Et quand tu sors de prison, tu dois trouver un logement, tu dois trouver un travail. Sauf que quand tu dois trouver un travail et que tu as un trou de 10 ans sur ton CV, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, là, je pense à un très beau film qui s'appelle Les Invisibles, qui parle de la condition des personnes SDF femmes. Et en fait, il y a une des femmes qui a fait de la prison pendant longtemps, donc c'était une longue peine. Et en fait, elle va chercher du travail et elle va tomber sur un recruteur qui lui dit j'ai compris, vous êtes allé dans tel centre de détention. Enfin, quand elle dit j'étais à, je sais plus si c'était à Lens ou à Clairvaux, ou je sais plus exactement quelle prison c'était. Mais en tout cas, le recruteur a compris et a accepté de l'embaucher malgré tout. Et ça, c'est des comportements comme ça qu'il faut, en fait, parce que sinon, on n'arrivera pas à avancer. Je sais pas quelle est, toi, ta vision ou celle du Courrier de Beauvais sur le système carcéral en France. Est-ce que vous avez des demandes, des revendications un peu, ou vous restez plutôt sur vos activités en tant que telles, sans forcément porter un plaidoyer plus politique? Alors en fait, le problème du Courrier de Beauvais, c'est qu'on n'a pas forcément les forces vives pour faire du plaidoyer, parce que c'est une association où on a une salariée qui travaille sur la réexpédition des courriers, sur plein d'autres tâches, qui est bien occupée. Et ensuite, on a les bénévoles qui sont là, qui se démènent pour faire des actions en local, qui vont participer aux Journées nationales prison qui ont lieu tous les ans fin novembre. Et ça, c'est d'ailleurs des choses qui sont organisées un peu dans chaque grande ville, donc ça peut être super intéressant d'y participer, c'est une petite recommandation. J'essaierai aussi de relayer s'il y a des liens autour de cette journée, évidemment le Courrier de Beauvais, toutes les initiatives dont on a parlé. Et du coup, en termes de solutions, ce serait quoi ta vision ? Il y a des associations comme le Genepi qui faisait de l'enseignement en prison et qui en fait s'est complètement retiré des prisons parce qu'ils étaient en profond désaccord avec la politique du système carcéral français. Donc ils ont tout simplement dit nous on part de la détention. Donc maintenant on fait que de la sensibilisation à l'extérieur. Je pense pas que ce soit la solution à titre personnel. Mais en tout cas, c'est des prises de position qu'on voit dans l'écosystème prison-justice bénévole. Ouais. Et moi, personnellement, mon positionnement, il est, je dirais, en évolution, en fait, parce que j'ai fait partie d'une émission anticarcérale qui s'appelle Midi au Mitard. On avait des chroniques, de la musique, des petits jeux, plein de choses différentes autour de l'abolition de la prison. Et par contre, je fais partie de cette association qui est subventionnée par la direction de l'administration pénitentiaire. Donc je pense que je peux avoir mes contradictions. J'ai un avis sur l'abolition de la prison qui n'est pas tout à fait défini, qui n'est pas tout à fait déterminé. Et je pense qu'il faut être plutôt à l'aise avec ça. Enfin, j'ai autant lu des livres de personnes qui sont anti-prison, comme Gwenola Ricordo, qui est une féministe anticarcérale, qui fait un travail super intéressant. Que des choses un peu plus consensuelles, on va dire. Et donc je me situe un petit peu dans un entre-deux. Et ma réflexion, en fait, sur faut-il abolir les prisons ou non, elle est toujours en cours. Franchement, je trouve ça chouette, en fait, d'avoir ce genre de positionnement et de réponse, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, et notamment les personnes militantes, se sentent un peu obligés d'avoir un cap méga clair. Et moi, je partage à titre perso aussi un peu ce point de vue, de dire c'est pas parce que tu dénonces une institution, un système, etc., que tu vas rien faire dedans, ce qui veut pas dire que tu cautionnes forcément ce qui se passe. Oui, changer les choses de l'intérieur, est-ce qu'on y croit ou pas, le débat est large.
Mais en tout cas, effectivement, quand on fait du plaidoyer, on est amené à discuter avec des personnalités politiques qui nous plaisent pas forcément et pourtant qu'on essaye d'influencer dans un sens ou dans un autre. On est quand même positionné sur le fait de dire il faudrait que Internet soit en prison, parce qu'aujourd'hui Internet n'est pas en prison. Elle est bien sûr sur les téléphones portables que les personnes n'ont pas le droit de détenir en cellule, mais ils s'arrangent quand même pour en avoir un, parce que c'est vrai qu'être coupé complètement du contact extérieur, pas possible en fait. Et puis j'avais cru comprendre qu'en plus c'était très cher de passer des appels depuis la prison. Je crois que c'est aussi un sujet en plus. Ouais. C'est possible, t'as des numéros verts qui sont mis en place, ça je le sais, mais effectivement t'en as d'autres qui sont payants et en fait c'est un nombre limité d'appels. Donc c'est pour ça que certaines vont avoir des téléphones portables. Et donc Internet en prison, et ensuite se positionner contre les récentes positions du gouvernement qui visent à délaisser en fait les activités socioculturelles et autour du divertissement en prison, à vraiment moins les subventionner. Je pense qu'on a un gros problème au niveau général dans notre société, en France, sur les politiques culturelles qui sont désubventionnées, qui sont de moins en moins prises en compte. Les subventions de la culture, elles ont été complètement sabrées, en fait. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, il y a des lieux qui sont occupés, il y a beaucoup de manifestations qui se passent, etc. Et en fait, ça s'est répliqué à l'intérieur de la prison. Donc c'est des problématiques qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Et justement, puisqu'on parle de santé mentale, je trouvais ça intéressant aussi en préparant cette émission avec toi, parce que tu es engagé à la fois avec le Courrier de Beauvais, à titre professionnel aussi, autour de sujets d'insertion également. Bref, différents engagements qui font que, au bout d'un moment, on est un peu, je sais pas si c'est sur tous les fronts, mais ça peut être aussi assez épuisant, surtout sur des sujets qui sont quand même vraiment difficiles, comme celui de la prison. Comment toi, t'arrives à ne pas te faire absorber par ces différents engagements et garder une santé mentale autant que possible à flot, je dirais. Ouais. J'ai pas mal de techniques de préservation, en fait, à mon niveau. Déjà, je suis pas une personne qui est ultra connectée à l'actualité. Et ça, je pense qu'il faut essayer de décomplexer ce truc dans le milieu militant. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être 24h/24 branché sur X et puis sur la radio, de lire absolument tous les médias qui vont parler de nos sujets, etc. Ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'on est plein à ne pas y arriver. Donc, autant se l'avouer, en fait. Et moi, du coup, j'ai mis en place des petites techniques de préservation. J'ai fait une dépression qui était assez longue. Et donc, c'est dur de reprendre certains réflexes, comme se confronter à la violence du monde, tout le temps. Donc, je mets du temps à m'y reconnecter. J'essaye de me déculpabiliser. Je pense que c'est pas grave de ne pas lire 4 articles de Mediapart par jour, de pas être abonné à Courrier International et de pas allumer sa radio absolument tous les matins. Je pense que choisir ses canaux pour s'informer, c'est hyper important. Personnellement, j'avoue que X, ça me convient pas, en fait, parce que j'ai l'impression d'être enseveli sous l'actualité. Je préfère Instagram. Instagram, on a une image plus superficielle de ce réseau, alors qu'en fait, ce réseau social, il a complètement sa place dans la lutte. T'as beaucoup de contenu militant, etc. Il y a beaucoup de comptes militants, il y a beaucoup de personnes justement qui essayent de vulgariser des contenus ou alors qui sont hyper pointus. Voilà, c'est un médium qui est super important et qu'on ne doit pas dénigrer. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des comptes que tu suis particulièrement, alors, sur la prison ou autre, justement des comptes qui t'inspirent beaucoup sur les réseaux Je dirais, on a parlé tout à l'heure de l'Observatoire international des prisons, c'est vraiment le truc phare. Je dirais, si vous voulez vous informer sur le sujet de la prison, sur les conditions de détention en France, c'est le compte qu'il faut suivre. Tous les mois, ils vont donner le nombre de personnes incarcérées, le nombre de matelas au sol, le pourcentage de surpopulation. Et eux, ils font pour le coup un travail de plaidoyer sur plein de sujets qui est énorme. Ils ont été aussi victimes de subventions énormément baissées, donc ça a été très compliqué pour eux. Mais en tout cas, je dirais que ce média, il est super important. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Prison Insider, où eux, ils ont plutôt une vue internationale de la question, où ils vont aller faire des enquêtes, faire des reportages photos, faire un travail journalistique à l'étranger, dans les prisons dans le monde. Et sinon, je dirais aussi de suivre le travail des artistes qui sont en relation avec la prison. J'ai bientôt l'assemblée générale de mon association et on a l'honneur de recevoir
le street artiste Bertewan, qui a fait plusieurs années de prison, qui en est sorti. Aujourd'hui, il est intervenant en détention. Donc, il fait des ateliers autour de la bande dessinée et de son art en général. On va aussi recevoir le poète Khaled Miloudi, qui va nous parler de toutes ces problématiques-là. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des gens qui se sont complètement réinsérés, qui sont revenus en fait, dans le milieu ordinaire, comme on peut dire d'ailleurs dans le milieu du handicap. Et ça, pour moi, c'est vachement important, quoi. Et justement, pour revenir sur les enjeux militantistes, santé mentale, je sais que tu as choisi un job qui est engagé à sa façon, mais qui est peut-être moins militant que certains autres combats que tu peux avoir à côté. Est-ce que c'est aussi une façon que tu as trouvé de préserver ta santé mentale dans l'engagement? Enfin, c'est quoi un peu ton retour autour de ça? Absolument. J'avais besoin de stabilité à un moment dans ma vie, parce que pour les sujets que j'ai pu évoquer un petit peu plus tôt, c'était important pour moi de trouver un travail où je bosse dans l'associatif, mais où je suis pas forcément militante de la première heure, où je suis pas forcément sur des sujets difficiles, parce que la prison, c'est quand même un sujet sombre. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de trouver mon équilibre. Aujourd'hui, je suis dans une association qui bosse autour des sujets de l'inclusion. Alors l'inclusion, ça peut être un sujet qui est un peu galvaudé aussi. Il faut faire attention parce que l'inclusion, mais jusqu'où en fait? Est-ce qu'il y a l'inclusion des personnes trans, l'inclusion de tous les genres en fait? Ouais, de différentes minorités qui sont peut-être pas toujours prises en compte quand on parle d'inclusion. Exactement, c'est ça. Et donc pas que l'inclusion des personnes en situation de handicap, même si cette inclusion est super importante aussi. Et en tout cas, j'ai réussi à toucher du doigt un équilibre entre mon engagement militant, qui peut être parfois un petit peu lourd, et mon engagement au travail, où je bosse dans le milieu associatif de manière moins militante, mais en tout cas qui m'apporte de la stabilité au quotidien et qui me permet d'avoir plus d'énergie pour mon engagement militant. Non, mais c'est intéressant comme retour d'expérience, si je peux dire, parce que c'est vrai qu'on voit tellement souvent des personnes se retrouver dans des situations de ce qu'on appelle le burn-out militant, quoi. Et moi, j'ai pu aussi être confronté à ça personnellement, quoi. C'est ce truc où tu surinvestis une ou plusieurs causes, et en fait, t'as tellement l'impression que c'est important que si tu le fais pas le travail, le monde va s'effondrer. Ce qui est aussi un système qui t'incite à faire ça, puisque autour de toi, tous les gens sont à fond ou presque, et donc c'est dur. Ça demande parfois aussi du courage finalement de se dire non, en fait, désolé, peut-être que je vais vous décevoir, mais sur ça, j'ai besoin de faire un pas en arrière, de faire une pause, machin. Et j'ai l'impression, je vois tellement de cas autour de moi, c'est quelque chose qui commence à émerger quand même, ce discours en disant faites attention, ne vous cramez pas pour la cause. Et je sais pas comment, si toi aussi t'as le même ressenti autour de toi, que c'est quelque chose qui devient vraiment un sujet de santé mentale pour le coup, on se dit c'est pas parce qu'on défend des causes extrêmement nobles qu'on doit se sacrifier pour autant, quoi. C'est ça, parce que je pense que le problème dans le milieu associatif, c'est que t'as une porosité entre le bénévolat et le salariat parfois, parce qu'en fait les salariés vont avoir tendance à surinvestir et du coup à devenir en quelque sorte des bénévoles, alors que c'est pas forcément ce qu'on est à la base, en tout cas pas dans l'association dans laquelle on est salarié. Et donc ça va poser tout un tas de problématiques qui font que c'est effectivement compliqué de cloisonner en fait entre ta vie perso et ta vie pro quand t'es dans un milieu où tu t'engages de façon professionnelle. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de la surinformation, en tout cas de la surinformation, parce que dans tous les cas, on est quand même confronté à énormément de flux d'infos. Et moi, c'est ce que je ressentais aussi quand je t'engageais sur les questions climat en tant que chargé de plaidoyer. Et je me souviens que le week-end, je pouvais pas m'empêcher de lire en permanence les dernières actus sur la politique, qu'elles soient françaises, internationales, peu importe, autour du climat, en me disant si je loupe telle info, c'est terrible, les autres vont avancer sans moi, je vais pas être pertinent, du coup je vais mal faire mon travail, etc. Alors que en réalité on n'est pas à 2 jours près, et d'autres personnes peuvent aussi se mobiliser. Je sais que ça m'avait à la fois ça m'a beaucoup usé cette posture, et en même temps ça m'a fait beaucoup de bien de me réaliser que c'était pas le cas, quoi, et que je pouvais souffler de temps en temps. Et d'ailleurs depuis quelques mois où je suis pas forcément sur ces sujets-là et où j'ai pris du temps pour moi, le monde ne s'est pas effondré, un peu quand même avec Trump. Donc peut-être que l'accession de Trump au pouvoir c'est lié au fait que j'étais plus en poste, mais j'ai quand même des doutes. Ouais, non, mais effectivement, je pense que en plus, dans des métiers du plaidoyer comme toi, t'as pu l'exercer, c'est un peu du non-stop, quoi.
Et donc, ça rend les choses encore plus compliquées. Donc moi, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de me dire, j'ai un travail où j'arrive un peu plus à cloisonner. Et au final, j'arrive un peu plus à avoir mon engagement militant et aussi à avoir mon travail, en fait, qui est un travail pour lequel je mets beaucoup d'énergie, mais qui n'est pas représentatif forcément de mon militantisme, et c'est OK. C'est très inspirant, comme on dit souvent aujourd'hui. Merci Manon pour ça. Et du coup, peut-être pour inspirer les gens à s'engager justement et leur donner peut-être envie d'agir sur les sujets prison et protection des détenus. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se dit c'est une cause qui me parle Alors évidemment, du coup, adhérer au Courrier de Beauvais, oui. Peut-être. Mais je sais pas si tu as des idées comme ça d'engagement qui te paraissent intéressants pour enclencher quelque part un peu la dynamique, quoi. Moi, je dirais, dans un premier temps, si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous à l'OIP, SF, donc l'Observatoire international des prisons, section française. Vous allez recevoir des grands chiffres de sensibilisation. Si vous voulez les relayer sur vos réseaux sociaux, alors ça va toucher encore plus de personnes. Donc ça, je pense que c'est une première étape de l'engagement. Ensuite, adhérer au Courrier de Beauvais. Effectivement, ça peut être super. Nous, on est toujours à la recherche de bénévoles. Et sinon, je dirais, moi, j'ai envie de conseiller une bande dessinée que j'avais lue il y a quelques années. J'avais rencontré l'auteur sur un salon du livre et j'étais très contente parce qu'il m'a fait une super belle dédicace sur le début du livre. Et donc, c'est Romain Duterre qui a écrit Symphonie carcérale. Okay. Et en fait, il raconte son quotidien d'animateur socioculturel en prison. Et donc, lui, il a été à Fresnes pendant hyper longtemps. Et donc, on peut dire qu'il a passé des années derrière les barreaux, mais c'était en tant que salarié. Okay, ouais. Donc ça, c'est pas évident aussi, c'est des métiers qui sont vachement difficiles, mais donc lui, il explique un petit peu comment il a pu organiser les concerts, les galères qu'il y avait, etc. Et c'était un livre vraiment intéressant, qui est très sympa visuellement en plus, et que je recommande. Pareil, je mettrai les références en description. Pour finir, Manon, j'ai à chaque fois l'habitude de demander à la personne que je reçois qu'est-ce qui fait que dans ce monde qui est difficile, la personne arrive à garder un peu le moral. Alors des fois, c'est complètement ok d'être déprimé et de pas garder le moral parce qu'il y a plein de choses objectivement qui sont fucked up en ce moment et depuis longtemps. Mais est-ce que toi, tu as soit des petits tips ou des choses que tu te dis qui te donnent espoir? Est-ce que tu aurais des choses à partager autour de ça? Je pense qu'il y a de l'espoir, faut continuer le travail de sensibilisation, c'est comme sur toutes les causes, au final c'est vraiment le nerf de la guerre, pour qu'on puisse faire un peu plus pression sur les politiques et qu'ensuite les choses changent. Donc je pense que là on va pas trop vers une société qui s'humanise actuellement, mais si à un moment ça prend cet angle-là, alors on arrivera à faire de meilleures choses. Et ensuite, moi, pour garder le moral au quotidien, j'essaye je prends le temps le matin de me lever. Voilà, ça c'est petite anecdote du quotidien, mais en tout cas, j'aime bien avoir 2 heures devant moi pour avoir le temps de prendre mon petit yaourt avec le granola. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce temps de déconnexion, justement, où je vais avoir 2 heures avant de commencer la journée de boulot. Ouais. Et vraiment de prendre ce temps, en fait, et ne pas me réveiller 30 minutes avant en me disant il va falloir que j'aille travailler dans 30 minutes. Non, oui, j'ai envie de prendre le temps, en fait. Et Manon, merci beaucoup d'être venue sur Simplement Bien. Merci à toi. J'étais très content d'échanger avec toi sur les sujets prison, santé mentale et autres. Donc un vrai plaisir. Et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, c'est réciproque. Merci Guillaume. Cette riche conversation avec Manon m'a apporté beaucoup d'éclairage sur ce sujet de la prison que je connais peu. D'abord, elle a confirmé un constat que j'avais déjà pu faire, à savoir que les conditions de détention en France sont indignes d'un pays qui se revendique pays des droits de l'homme. Contrairement à certains discours politiques et médiatiques, qui sont d'ailleurs assez différents lorsque cela concerne quelqu'un issu de leur rang, la prison est en effet très loin d'être le Club Med. Ce qu'a dit Manon sur la notion de pardon et sur le droit inconditionnel et universel à la dignité m'a beaucoup parlé. S'il est vrai que certaines personnes incarcérées ont pu commettre des actes violents et parfois même choquants, ces personnes purgent déjà leur peine en étant maintenues en détention et ont autant que nous le droit d'être respectées en tant qu'humains. À ce titre, je trouve ça très beau que des personnes dédient une partie de leur temps à préserver autant que possible la dignité des prisonnières et des prisonniers, comme ce que font les bénévoles du Courrier de Beauvais en apportant l'une des choses les plus précieuses qui soit pour les détenus, du lien social et la possibilité de se changer les idées. J'ai aussi apprécié l'honnêteté de Manon sur sa difficulté à avoir un avis tranché sur la prison.
Son témoignage montre que le sujet est éminemment complexe et qu'il n'est pas si simple de se positionner quant au maintien ou non de l'institution carcérale. J'ai enfin beaucoup aimé la sincérité de Manon par rapport aux souffrances qu'a produit chez elle son engagement militant trop intense. Même si le tabou commence à être levé, c'est précieux d'entendre les récits de personnes qui ont fait le choix de ne pas sacrifier leur santé mentale au nom des causes qu'ils et elles défendent. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé, enthousiasmé, donné des idées peut-être. Sentez-vous libre en tout cas de laisser un commentaire si vous souhaitez réagir, apporter des compléments ou encore des recommandations à ce que vous avez entendu. Et si vous aimez simplement bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser une bonne évaluation. Ça aidera énormément le podcast à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi suivre les actus du podcast sur les réseaux sociaux. À très vite!